En tant que responsable de la stratégie IA chez Datacou, je cherche toujours à comprendre quel est l'état de l'art de l'IA chez nos clients, mais aussi quel est l'avenir, où on va. Donc c'est un avenir assez proche dans les prochaines années, les prochains mois. Et ce qui m'intéresse surtout dans ce rôle, c'est effectivement d'écouter, d'entendre où on en est en termes de stratégie et de développement réel. Et donc, j'ai le plaisir d'être sur scène maintenant avec Stéphane et Jean-Luc. Donc, Stéphane qui est CDO chez Malakoff Humanis et Jean-Luc qui est Data Engineer chez LCL. Donc, deux perspectives différentes sur à la fois une vision stratégique long terme, mais aussi la réalité quotidienne que nos clients ont toujours aujourd'hui à vivre en termes de développement et l'usage de l'IA. Donc, pour commencer, j'aimerais bien me tourner vers Stéphane justement pour entendre votre vision sur la stratégie IA et comment spécifiquement l'IA générative peut s'intégrer dans cette stratégie globale. Bonjour à tous, donc Stéphane Barne, je suis en charge de la data et du digital chez Malakoff Humanis. Ça fait bientôt 10 ans qu'on utilise la plateforme Dataiku, donc on fait des choses historiquement les mêmes que sans doute dans toutes vos entreprises. On travaille, nous, spécifiquement sur les sujets de fraude, sur des sujets d'automatisation de tâches, faire du prédictif, traiter aussi les images, parce qu'on reçoit beaucoup de photos de nos clients. En fait, les décomptes en assurance, on a des photos vous envoyez ça à votre mutuelle, hein, des photos de devis, de factures, et on traite ça avec de l'IA, et au fil du temps, on a réussi à automatiser pas mal de traitements. L'IA-Gène, finalement, ça fait un an et demi qu'on travaille dessus de manière assez active. À l'arrivée de GPT, on a tous plongé dans un autre monde, et très rapidement, on s'est demandé comment on allait utiliser cette technologie-là pour améliorer ce qu'on était déjà en train de faire. En assurance, on traite beaucoup de chiffres, beaucoup de matières chiffrées. Et avec l'IA-Gène, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'attaque au métier des lettres. Et on a aussi pas mal de matières littérales. Et on ne pensait pas qu'on aurait autant de choses possiblement à traiter. Donc depuis un an et demi, on a en gros 3 zones d'activité. Tout ce qui est tester les assistants, les mêmes que vous. GitHub Copilot marche plutôt bien chez nous pour nos développeurs. Office 365 Copilot, bof. Désolé s'il y a des gens de Microsoft dans la salle. Pour l'instant, on n'est pas hyper convaincus. Ça coûte cher. Alors ça, l'IA-Gène, d'ailleurs, première découverte, ça coûte une blinde. Donc, il va falloir être prudent quand même sur les architectures qu'on met en place, sur les modèles qu'on utilise. Il y a vraiment une recherche de compromis, performance-coût. Il va vraiment falloir faire du FinOps, comme on le fait déjà de longue date sur les plateformes pour ceux qui sont dans le cloud. Donc les assistants, tout ce qui est recherche de documents, indexation, recherche, synthèse, on top, en plus de la recherche. On travaille sur ces sujets-là parce qu'évidemment, on a beaucoup de gens dans notre structure qui cherchent des informations en longueur de journée dans des bases documentaires assez larges. Et puis la dernière partie, c'est la transformation de processus par la data science et l'IA-Gène en particulier. Et là, je reviendrai là-dessus peut-être dans un second temps, mais on a déjà 2 cas d'usage qui arrivent à maturité pour rentrer en phase d'indus. Donc, très succinctement, un qui consiste à générer des notices contractuelles. Donc, on fait gagner du temps à des juristes, figurez-vous. Et ça arrive en prod. Et un deuxième autour de la prédiction de réclamation, qui est une évolution d'un algo qui ne marchait pas, en fait. Très bien. Donc, si on peut se tourner vers toi, Jean-Luc, j'aimerais entendre un peu plus en détail un des cas d'usage que tu m'as expliqué, que vous avez développé déjà. Si je ne me trompe pas, c'est dans le domaine des ressources humaines. Oui. Alors, merci. Alors, c'est vrai que LCL, on utilise Dataiku depuis un certain nombre d'années. C'est les équipes métiers, on a une soixantaine de métiers qui travaillent dessus. Moi, je suis plutôt dans une équipe socle et effectivement, on a voulu mettre en place un premier cas d'usage en utilisant les nouvelles fonctionnalités qui sont sorties récemment sur Dataiku, donc de LLM Mesh. Donc pour ça, on a mis en place une nouvelle instance connectée aux différents LLM et le but, ça a été de développer un cas d'usage de type chatbot qui permettrait de requêter des données structurées en langage naturel. La finalité, c'est de pouvoir faire gagner du temps aux métiers qui vont l'utiliser. Donc nous, c'est plutôt une cible des managers sur une base de données RH et de leur permettre d'accéder à des données qui sont difficilement accessibles pour eux au quotidien. Parce
puisque en fait, les données à la base sont dans une base MongoDB non structurée. Et grâce à Dataiku, nous avons pu développer une pipeline d'ingestion, de transformation dans une base structurée, connecter un LLM et grâce au LLM Mesh, tester tous les modèles et choisir le LLM adapté. Et enfin, pouvoir construire un chatbot rapidement qui permette de restituer les données en utilisant une technique text-to-SQL. Donc le manager va rentrer sa question pour savoir, tiens, tel collaborateur, je veux savoir ses compétences, est-ce qu'il est là la semaine prochaine. Le LLM va construire une requête SQL, requêter la base de données et renvoyer des données qui seront restituées sous la forme de texte et de tableau. Donc voilà, c'est le premier cas d'usage que nous avons pu développer grâce à Dataiku. Ah, c'est super. Et juste pour m'assurer de bien comprendre, effectivement, les utilisateurs finaux, ce sont des gens qui ne sont pas capables même d'écrire du SQL, Oui. mais grâce à cet outil, ils sont capables maintenant d'interroger une base de données Mongo qui pour eux, avant, était inaccessible. Tout à fait. C'est ça l'intérêt, finalement, en fait, c'est le modèle qui va construire la requête SQL, mais c'est totalement abstrait de l'utilisateur. Lui, il peut écrire en français. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, Stéphane, quand tu entends ça, c'est un cas d'usage qui rend plus accessible la donnée aux utilisateurs vraiment qui sont sur le terrain. Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça ressemble à des cas d'usage que vous êtes en train de mettre en place chez Malakoff? Oui, alors j'en citais deux, je vais les développer un petit peu. Je dirais que le monde n'a pas changé, hein. C'est un peu tout le temps la même histoire. On essaie de faire des algos, ils prédisent des trucs, ils trient des choses, ils scorent, ils font des choses comme ça. La valeur, on l'atteint quand on arrive à intégrer ces composants qui marchent très bien en laboratoire, mais dans un processus qui est intégré à des outils, des gros outils de gestion. Donc il faut apaiser tout ça, il faut sécuriser, il faut se demander qu'est-ce qu'on fait si le truc ne marche plus. Il faut regarder les coûts, comme je le disais. Donc, le monde est un petit peu le même, mais ces technologies bouleversent un petit peu le champ du possible. Donc, moi, j'ai parlé de notices contractuelles. En fait, on a en gros des paramètres de contrat qui sont transmis par des ERP, puis il faut derrière qu'un juriste les prenne, et puis il rédige des contrats. En fait, des notices contractuelles sont des addendums à des contrats qui précisent de manière très, très chiffrée et indiscutable ce qu'on va devoir à nos clients. Et donc, il fallait historiquement environ une demi-journée à nos juristes pour rédiger une notice contractuelle. Et puis, on en signe beaucoup des contrats. On a 400 000 entreprises couvertes en santé et prévoyance. Donc, ça fait beaucoup de contrats chaque année. Et donc là, on a réduit ce temps-là quasiment rien, en fait. Hein. Donc, c'est surtout le temps humain. L'économie, il faut encore un humain. Ça me semble évident que dans tous ces cas d'usage, il va falloir encore des humains. La question, c'est comment leur travail devient plus intéressant. On les décharge de choses un petit peu fastidieuses. Et là, ils viennent vérifier que la qualité de ce qui a été produit est conforme. On en profite pour créer donc des outils et puis des boucles de retour pour capter les genres de faux positifs, parce qu'en IA générative, c'est un petit peu différent. Donc voilà, c'est un peu tout le temps la même histoire. On l'encasse dans des process, on crée des outils complémentaires, on pilote ça pour se demander si on est performant ou pas. Deuxième exemple que je voulais citer, c'est sur la réclamation. J'avais parlé de ce qu'on fait il y a une ou deux conférences à VulDAI de ça. Autour du traitement du langage. Donc on a des conversations sur nos plateformes téléphoniques, on les transcrit en texte et on essaye d'exploiter ce texte pour comprendre ce que le client était content, pas content, quelle est la nature de la demande, est-ce qu'il y a des signaux faibles qu'on pourrait exploiter pas pour vendre, mais pour mieux conseiller, mieux accompagner. Et historiquement, on n'avait pas c'était un chemin assez ardu. Quelques succès sur inférer le type d'appel, mais des difficultés notamment sur la réclamation. On n'arrivait pas à prédire. Pour nous, c'est un sujet très important. Essayer de détecter si un dossier pourrait devenir une réclamation. Et on est très suivi par le régulateur sur le traitement des régulations. Et donc, performance avant IAGEN, 15 à 20%, ce qui est pourri. Et depuis IAGEN, performance 90%. Donc, c'est assez monumental. Alors, je reparle du compromis coût-performance. On a testé 3 approches. Zero shot, on envoie un prompt. Voilà, et direct, on a une évaluation. Few shot. Quelques exemples, ceci est un transcript, voici le résultat attendu, réclat ou pas réclat. Et puis RAG. Alors, évidemment, le coût, il est de plus en plus cher. Et on a trouvé qu'avec une architecture few shot, avec des modèles open sourcés, on avait une perf à 80%. Alors qu'avec notre archi RAG, avec un modèle payant que je ne citerai pas, qui coûte quand même un peu cher, la rentabilité baisse beaucoup. Donc on est dans ces réflexions-là de se dire finalement où est le bon curseur et comment on va rendre l'outil viable avec un bon retour sur investissement en prod.
Et là, le challenge pour nous, c'est, je vous dis, ça marche en laboratoire, mais maintenant, ce qu'on veut, c'est intégrer ça dans nos CRM pour que ça devienne vraiment actionnable. Voilà. Et ça c'est pas simple, en fait. C'est toujours la même histoire. Intégrer cette matière-là dans des chaînes de téléphonie qui viennent coder des trucs, le réintégrer dans le CRM, c'est un petit peu un défi. Mais ça, c'est un petit peu derrière nous parce qu'on l'a déjà traité depuis plusieurs années. Très bien. Et donc, Jean-Luc, on vient d'entendre Stéphane parler de ce trade-off coût-performance, mais aussi l'importance du choix du modèle. Ouais. Tu avais mentionné que chez LCL, vous avez essayé plusieurs modèles pour trouver le bon modèle qui avait le bon fonctionnement. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus de comment vous êtes passé par cette étape d'essai, de testing, avant de mettre en production cette chatbot? Ok. Oui, donc ce que nous avons fait, en fait, tout d'abord, on travaille avec notre exploitant Kajip, et donc il a fallu configurer les landing zones sur les cloud providers, les différentes connexions. Une fois que ça s'était fait, l'idée, c'est d'avoir quelques exemples, si je reprends mon chatbot, quelques exemples de demandes qui ont été collectées auprès des managers, et en fait, ça a été plus une évaluation humaine sur la qualité des réponses des modèles. On a pu itérer donc en utilisant GCP, AWS Bedrock, des modèles sur Hugging Face, et trouver en fait celui qui, selon nous, répondait le mieux aux besoins. Donc ça a été la technique. Ensuite, moi je trouvais ça assez intéressant ce que tu as dit, Stéphane, c'est sur l'ouverture potentiellement des fonctionnalités LLM à nos métiers. Je pense que ça peut être intéressant, c'est quelque chose qui n'est pas encore le cas chez nous, parce qu'on a construit une instance et c'est plutôt l'équipe socle qui a accès au LLM. Mais le fait de pouvoir ouvrir ça aux métiers, ils auront peut-être d'autres idées et d'autres cas d'usage qu'ils pourront développer. Donc je me le note. Et donc voilà. Voilà. Ouais, très bien. Et Stéphane, on a entendu aussi le fait que chez Malakoff, vous avez essayé à la fois des copilotes qui étaient proposés par vos fournisseurs actuels. Ensuite, vous avez construit vous-même certaines applications qui embarquaient des LLM pour avoir des capacités un peu plus spécifiques, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette réflexion sur à la fois la priorisation des cas d'usage, le choix d'acheter une solution versus d'en construire une? Et comment vous êtes passé par cette question de priorisation et de choix de développement? Alors, on a un vivier de cas d'usage, donc les métiers ont plein d'idées, on les collecte, on les met de côté et on en explore certaines. On essaie d'être assez sélectif. Il y a deux critères, c'est est-ce que c'est faisable? Faisable, c'est assez large, ce que ça veut dire. Est-ce qu'on a les données pour prédire des trucs? Est-ce qu'on a une base d'apprentissage qui est digne de ce nom? Est-ce que les données sont de qualité? Est-ce qu'on va pouvoir intégrer quelque chose dans un outil de gestion à la fin? Donc, toute cette partie technicité, c'est la faisabilité. Puis après, c'est la valeur. Est-ce que la valeur, l'espoir de gain associé, il vaut le coup de l'investissement? L'espoir de gain chez nous, c'est comme chez vous, c'est satisfaire mieux les clients ou gagner de l'argent, gagner de la productivité. En assurance, on parle aussi de gains techniques parfois. Donc c'est comme ça qu'on classifie tout ça. Et donc sur l'IAGEN, on a régénéré une 60aine de cas d'usage. Alors on vient d'un monde, on a une 30aine de choses en prod depuis pas mal de temps. Maintenant, on est en 2024, donc depuis 5-6 ans. Et là, on a une nouvelle vague. Vraiment, les métiers ont vraiment envie de faire plein de choses. Et comme je disais, c'est plutôt sur les métiers des lettres. Donc c'est assez intéressant. Et donc, nous, dans notre méthode, on trie faisabilité, valeur ou espoir de gain. Et puis, on fait une explo pour vérifier que nos hypothèses de faisabilité, elles sont vraiment là. Et puis, on a des étapes, on explore. Et puis, si ça marche plutôt bien, on va faire un POC, un pilote. Et puis après, on passe en phase d'industrialisation. En Indus, on est en prod, quoi. Donc voilà, on en est. Puis peut-être dans les garde-fous spécifiques chez nous, on parle beaucoup avec les syndicats. On a créé un observatoire de l'évolution des métiers parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de, en particulier l'IA générative, fantasme de destruction d'emplois pour les syndicats salariés, fantasme de baguette magique pour les syndicats patronaux. Alors nous, chez Malakoff Humanis, nous sommes un groupe de protection sociale, c'est-à-dire c'est une structure à but non lucratif dont la gouvernance est opérée par les syndicats, à parts égales, patronaux et salariés. Donc ce sont nos patrons, quelque part. Et donc on passe beaucoup de temps à expliquer que sont ces technologies, qu'est-ce que ça peut faire, et surtout qu'est-ce que ça fera jamais. Expliquer que nous, dans notre philosophie, on s'en sert pour améliorer le travail des collègues
On n'a pas du tout l'idée de détruire. De toute façon, je pense que ce n'est pas possible. Si, marginalement, peut-être que quelqu'un qui fait des pictogrammes à longueur de journée, mais je ne sais pas si ce métier existe. Mais peut-être qu'on pourrait dire maintenant, avec des l'IA générative, ce métier est en danger. Oui, localement, quelques métiers vont être bouleversés. Mais moi, je pense plus fondamentalement qu'on est sur du gain marginal. C'est une technologie qui requiert quand même pas mal d'efforts et d'investissement pour parfois des gains marginaux. Donc moi, ma hantise, c'est la déception, en fait. C'est que les patrons s'imaginent des gains extraordinaires et qu'en fait, on accouche d'un truc, c'est un marteau pour écraser une mouche. Une fois qu'on a joué 2 fois avec Copilot dans Teams, c'est cool, ça fait une synthèse de la réunion, mais il y a quand même plein de problèmes. Donc voilà, ça c'est un petit peu la crainte qu'on a. Et donc on discute beaucoup avec nos syndicats pour leur expliquer ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire. Puis je pourrais en parler peut-être un petit peu. On est aussi engagé dans une démarche de labellisation sur l'IA de confiance pour montrer qu'on fait ça très sérieusement et on met des moyens importants là-dessus. Oui, et je pense qu'on va revenir sur ça juste en 2 minutes. Mais avant d'y arriver, j'aimerais entendre, Jean-Luc, ton explication du rôle de Dataiku dans tout ça, parce que je pense, pour certains dans la salle, je l'ai vu tout à l'heure, certaines réactions dans la salle, on parle effectivement beaucoup de IA générative. Dataiku n'était pas avant un plateforme de machine learning. Oui, et c'est toujours le cas. Mais quel était l'apport que Dataiku a apporté dans ces démarches, ces développements chez LCL? L'apport le plus direct, c'était tout d'abord de mettre à disposition tous ces modèles de LLM. Ça, c'est clair, c'est une grosse plus-value, puisqu'il y a cette fameuse couche d'abstraction qui fait qu'on peut changer de modèle juste en changeant une clé de configuration dans les paramètres. Donc ça, c'est un gros plus. Puis ensuite, il y a tout l'écosystème Dataiku qu'on connaît déjà. Donc pour nous, c'est pouvoir coder, faire du code un peu expert en Python, avoir des environnements tout prêts où tu peux installer tes packages dans tes environnements Python. On a utilisé la code library, la partie web app aussi. Rapidement, on peut instancier un front-end qui fait appel aux fonctions qu'on a développées en back-end. Et tout ça, c'est connecté sur la plateforme Dataiku avec l'accès au LLM, ce qui fait que rapidement, en une journée, en fait, on peut développer presque le cas d'usage que je vous ai présenté, si ce n'est toute la configuration initiale qu'il y a à faire pour configurer les landing zones, mais sinon, c'est vraiment cet ordre de grandeur-là. Sachant que j'ai même montré les fonctionnalités à une autre personne qui est ici présente, elle a réussi à développer un cas d'usage RAG pareil en une journée sur de la documentation Confluence, donc c'est un autre sujet, mais voilà, donc c'est vraiment, ça permet d'accélérer quand même le développement de cas d'usage et de le simplifier pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement un data scientist expert. Voilà. C'est rassurant de l'entendre. Je regarde Sophie, parce qu'effectivement, c'est un peu la vision du plateforme, c'est de vous permettre de faire tout cela. Stéphane, pour nous mener à la fin de notre petite discussion, la question de l'IA responsable, c'est extrêmement important à la fois chez Dataiku, avec toute la partie gouvernance qu'on propose, mais si j'ai bien compris, c'est extrêmement important chez Malakoff aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, mais d'abord, je vais faire une page de pub. Je voudrais dire que ça fait 10 ans que j'utilise ce produit. Et chaque année, les équipes me disent que c'est un super produit Dataiku, je veux dire. Donc, le monde change beaucoup. En 10 ans, il s'est passé plein de trucs au niveau data. On a eu pas mal d'échanges, nous, pour faire infléchir le mode de licence, j'en parlais à l'instant, pour intégrer nos data analystes et pas seulement des gens qui font de la data science. Et je trouve qu'il y a eu des échanges de bon niveau et que le produit, il évolue bien. Et c'est un peu cher. Voilà, mais c'est parce qu'on s'en sert beaucoup, on va me dire. En tout cas, là, je voulais quand même dire ça et que je suis content d'être là. Je sais pas, ça fait longtemps que je viens à vos événements, mais je voulais quand même signaler ça. Vous avez un super produit, donc moi, je suis content d'en témoigner. Ouais, l'IA de confiance, l'IA responsable. Donc, on a fondé avec d'autres entreprises un label qui s'appelle Positive AI. Le but de ce label, c'est d'être audité par un tiers sur ce qu'on fait de l'IA. Et c'est pas juste de l'IA responsable washing, c'est pas juste un truc marketing, c'est du boulot, quoi. C'est beaucoup de boulot. Donc il y a un tiers qui est un auditeur, qui audite vos comptes aussi, peut-être donc un grand cabinet qui vient et qui vous pose des tas de questions sur, d'une part, la gouvernance. Qu'est-ce que vous avez mis en place très concrètement pour éviter qu'il y ait un désastre avec ce que vous faites de l'IA dans votre entreprise? Qui gouverne? Où sont les comités? Qui décide?
quels sont les contrôles que vous faites pour vérifier qu'il n'y a pas un désastre latent parce qu'un algo est en train de dériver dans sa performance. Donc, la gouvernance. Et puis, deuxièmement, ils ouvrent le capot sur un algo choisi parmi N. Et ils vont regarder, montrez-moi, prouvez-moi que vous avez fait une analyse des biais. Prouvez-moi qu'il n'y a pas une surreprésentation de tel ou tel phénomène dans vos résultats. Donc, on a beaucoup appris avec ça. Et c'est une démarche donc, totalement non lucrative. Hein. C'est une structure associative. De nombreuses boîtes, de nombreuses entreprises ont adhéré cette année parce qu'avec l'IA Act, ça devient une obligation. Donc, nous, on a juste précédé un peu la réglementation et on est en train de faire grandir cette initiative. Et l'IAGEN nous pose plein de questions, en fait, nouvelles. On a produit un référentiel technique, il est consultable, je vous invite à le regarder sur le site Positive AI, un référentiel de questions à se poser. Et bien sûr, ne serait-ce que la transparence ou l'explicabilité, il faut un peu tout recommencer. Donc c'est un travail qui est nécessaire. L'IA Act ne fait que mettre les spotlights là-dessus. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me voir après la conférence ou regarder les infos sur positiveai.com. Merci beaucoup Stéphane et merci Jean-Luc à la fois pour votre confiance en Dataiku et pour votre intervention et partage aujourd'hui sur scène. Merci à toi. Merci, bonne journée.